Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui, on jase de pain. Quels sont les meilleurs choix de pain à faire en 2022? Et petite anecdote, ma première job à vie, c'était comme serveuse dans un restaurant à déjeuner et la question que je posais constamment aux clients, c'était pain brun ou pain blanc. Le choix était super facile. Malheureusement, en épicerie, c'est un peu plus compliqué que ça. L'offre alimentaire a complètement explosé dans les dernières années. Donc, je vais essayer de tout démêler ça avec vous et je vais commencer par vous donner mes critères pour sélectionner des bons choix de pain. Et ensuite, on va voir s'il y a de réels avantages à se tourner vers des pains un peu plus spécialisés comme les pains au levain, les pains au grain germé, les pains blancs au grain entier, les pains protéinés, les pains sans gras, sans sucre ajouté. Donc, on va tout voir ça ensemble. Comme toujours, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et nous, on commence ça maintenant. La première chose à regarder quand vient le temps de choisir un bon pain, c'est la liste des ingrédients. Il faut savoir que la liste d'ingrédients est en ordre décroissant. Donc, les ingrédients en début de liste vont être présents en plus grande quantité dans le produit que les ingrédients en fin de liste. Nos meilleurs choix de pain vont donc avoir en début de liste des farines de grains entiers qui ont conservé vraiment toutes les composantes du grain, soit l'endosperme, le son et le germe. Petit lexique pour vous aider. Pour le blé, vous allez rechercher farine de blé entier suivi du terme intégral ou incluant le germe. Dans la farine dite de blé entier seulement, on peut retirer jusqu'à 5% du grain. Ça reste quand même là, malgré tout un choix plus nutritif que la farine blanche. Et si vous apercevez farine de blé non blanchie ou farine de blé enrichie, vous êtes en présence d'une farine raffinée où on a enlevé le son et le germe. Ensuite, ça vaut la peine de s'attarder au tableau de la valeur nutritive. Et là, ici, j'ai vraiment essayé de simplifier la chose et mes critères se basent sur une portion de référence de 2 tranches, à peu près de 75 grammes. Personnellement, je préfère faire ma comparaison en termes de tranches plutôt que de poids. Je trouve ça vraiment plus simple en épicerie et ça reflète mieux la réalité aussi parce que qui divise sa tranche en 4, là, ça fait pas de sens. Je garde en tête quand même le poids, là, surtout pour les extrêmes. Si vous avez un pain qui est 2 fois le volume d'un autre, nécessairement, les valeurs vont être plus grandes. Donc, 2 critères à regarder. Nos meilleurs choix de pain pour 2 tranches vont contenir un minimum de 6 g de fibres et 270 mg ou moins de sodium. Le critère sur le sodium peut peut-être vous surprendre, mais on sait que les produits de boulangerie et de pâtisserie, ce qui comprend les pains, sont les principales sources alimentaires de sodium chez les Canadiens. Du moins, c'est ce qu'on avait comme données en 2017, soit environ 20%. Et oui, il existe des produits beaucoup plus salés que le pain, mais c'est principalement parce qu'on en consomme beaucoup au quotidien. Donc, ça vaut la peine là, vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Finalement, le critère le plus important, je vous encourage de choisir un pain que vous aimez, c'est super important. Puis avec tout le choix disponible, je suis certaine que vous pouvez trouver un pain qui se rapproche des critères, mais qui comble vos papilles gustatives au même moment. Maintenant, avant de poursuivre avec les différents pains spécialisés, je veux juste faire un petit avertissement. Je vais aborder à certains moments des conditions médicales. Les vidéos sont vraiment là à titre d'information seulement. Toujours vous adresser à votre nutritionniste personnel qui connaît vos besoins spécifiques avant d'apporter des changements à votre alimentation. Premier pain sous le radar, le fameux pain au levain. La fermentation au levain existe depuis très longtemps. C'est l'une des plus anciennes biotechnologies alimentaires connues. Aujourd'hui, la levure instantanée qu'on retrouve en épicerie est beaucoup plus répandue, mais avec le début de la pandémie, j'ai vraiment vu un engouement important pour le pain au levain, ce qui m'a encouragée là, à en parler un peu plus. Donc, le levain, c'est quoi? C'est un mélange d'eau et de farine dans lequel vont se développer les bactéries et les levures naturellement présentes dans la farine. Et une fois prêt, le levain peut être conservé pendant très longtemps en s'assurant
de le nourrir à chaque semaine avec de l'eau et de la farine ou encore être utilisé pour la fabrication du pain. Et l'ajout de ce levain-là va avoir des avantages, notamment pour la durée de conservation, va aussi pour la texture et va aussi favoriser le développement de saveurs uniques au pain au levain. Il y aurait aussi quelques avantages nutritionnels et c'est ce qu'on va voir évidemment dans les prochaines minutes. Le premier avantage, probablement le mieux connu, la fermentation au levain va améliorer la biodisponibilité des minéraux. C'est que dans le son des céréales, on retrouve en grande quantité des phytates. Et bien que les phytates aient des propriétés antioxydantes, ce sont aussi de puissants chélateurs, c'est-à-dire qu'ils vont se lier aux minéraux et former des composés difficiles à absorber pour le corps. En acidifiant la pâte, la fermentation au levain favorise l'activité des phytases contenues dans les céréales, des enzymes responsables de la dégradation des phytates. Deuxième avantage, les pains au levain semblent présenter un indice glycémique plus faible que les pains plus traditionnels. L'indice glycémique classe les aliments contenant des glucides selon l'augmentation de la glycémie suite à leur consommation, comparativement à un aliment de référence contenant la même quantité de glucides disponibles. Donc, les aliments à faible indice glycémique augmentent la glycémie plus lentement et dans une moindre mesure que les aliments à indice glycémique élevé et sont recommandés notamment dans la prévention et la gestion du diabète. Attention, l'indice glycémique a plusieurs limites. Là, ça ne tient pas compte de la quantité de glucides contenus dans une portion normale ni de la qualité nutritionnelle de l'aliment. C'est vraiment un outil à utiliser en complément aux autres recommandations de base pour la gestion des glycémies. Troisième avantage, une longue fermentation au levain permet de réduire le contenu en FODMAP des pains, spécialement les fructanes. Les FODMAP, ce sont des glucides à chaîne courte, peu absorbés dans le petit intestin, qui vont être rapidement fermentés par les bactéries intestinales, ce qui a pour conséquence de produire des gaz. Ce sont aussi de petites molécules capables d'attirer de l'eau dans la lumière intestinale et l'augmentation de l'eau et des gaz étire la paroi intestinale et peut provoquer des symptômes chez les personnes avec une hypersensibilité, comme c'est le cas dans le syndrome de l'intestin irritable. On les retrouve naturellement en grande quantité dans plusieurs aliments, comme certaines céréales, incluant le blé et le seigle. Donc, les pains au levain de longue fermentation sont généralement mieux tolérés par les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable, particulièrement les pains fabriqués à partir de farines plus faibles en FODMAP. Et c'est les micro-organismes du levain qui seraient capables de dégrader les fructanes pendant le processus de fermentation. Attention, il y a certains pains au levain qui demeurent avec un contenu élevé en FODMAP. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le niveau de FODMAP du produit fini, incluant le temps de fermentation, le type de farine utilisée et même le type de micro-organisme. Le mieux, c'est de vérifier auprès de votre boulanger les méthodes de fabrication. Sinon, un outil presque essentiel, à mon avis, pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable et suivant un régime faible en FODMAP, c'est l'application de l'Université Monash qui classe les aliments comme étant faibles, modérés ou élevés en FODMAP. Ils ont aussi un programme de certification de produits faibles en FODMAP et par exemple, la boulangerie Inewa ont une gamme de produits certifiés dont leur pain au levain 100% épeautre. Et finalement, de manière similaire, la fermentation au levain aurait le potentiel de dégrader partiellement le gluten et les inhibiteurs de la trypsine et de l'amylase, des protéines qui sont associées aux symptômes de la sensibilité au gluten non cœliaque. On peut donc supposer une meilleure tolérance chez ces individus-là. Attention, ça ne convient pas du tout aux patients atteints de la maladie cœliaque qui, eux, doivent suivre absolument un régime sans gluten strict. Je dois ajouter qu'il y a très peu d'études cliniques pour confirmer l'effet réel de ces changements-là sur les individus et celles que j'ai identifiées avaient plusieurs limites et utilisaient des bactéries présélectionnées pour leur capacité à dégrader le gluten. Donc, on est loin là, du pain qu'on retrouve en boulangerie. Malgré tout, ça montre une avenue quand même intéressante pour le futur dans la production de produits plus faibles en gluten.
Le deuxième pain très populaire que je voulais aborder avec vous, c'est les pains aux grains germés. Des grains germés, c'est des grains entiers qui ont été trempés puis laissés à germer. Une fois germés, ils sont séchés puis moulus en farine ou encore réduits en purée avant d'être utilisés pour la fabrication du pain. En plus de profiter des bienfaits des grains entiers, la germination semble offrir certains avantages nutritionnels, à commencer encore une fois par une meilleure biodisponibilité de certains minéraux. Comme la fermentation, la germination favorise la dégradation des phytates contenus dans les céréales, ce qui permet en retour à notre corps de mieux absorber certains minéraux. Ensuite, la germination a elle aussi le potentiel de dégrader partiellement le gluten et les ATI. Encore une fois, ce n'est pas du tout sécuritaire pour les patients atteints de la maladie cœliaque, mais les personnes qui souffrent d'une sensibilité au gluten non cœliaque pourraient en théorie mieux tolérer les produits à base de grains germés. Je dis en théorie parce que je me base seulement sur des études in vitro et bien que les études ont montré une dégradation du gluten dans les premiers jours, la plus grande réduction se faisait avec un temps de germination plus prolongé. Et là, j'ai essayé de rejoindre une entreprise réputée pour ses pains aux grains germés pour avoir une idée là, du temps de germination utilisé en industrie. Et quand je m'en doutais, j'ai eu une réponse très vague, mais je doute beaucoup qu'on laisse les grains germer aussi longtemps. Et c'est super de montrer du potentiel dans les études, mais si on ne reproduit pas les mêmes conditions en pratique, nécessairement les résultats vont être différents. Et finalement, généralement, les grains germés présentent un contenu plus élevé en antioxydants comme les composés phénoliques que leurs comparatifs non germés. Pour terminer avec les grains germés, je rappelle que c'est toujours très important de lire la liste des ingrédients parce que parfois les pains dits de grains germés sont en fait des pains faits principalement de farine raffinée à laquelle on ajoute des grains germés. Donc, pour revenir sur les deux derniers pains, vous pouvez constater que les études sont parfois limitées, mais surtout, il y a tellement de variables qui entrent en ligne de compte que ça devient difficile de tirer des conclusions générales, mais surtout de transposer les résultats des études aux pains vendus en épicerie où les conditions de fabrication sont souvent inconnues. Ceci étant dit, les études sont prometteuses et semblent tendre vers différents bénéfices nutritionnels à consommer des pains au levain ou des pains faits de grains germés par rapport aux pains plus traditionnels de qualité similaire. Maintenant, les pains multigrains ou multicéréales, les pains étiquetés multigrains ne sont pas nécessairement de grains entiers. L'allégation veut seulement dire que le produit contient au moins 2 céréales présentes en quantité de 2% ou plus chacune. Donc, plusieurs pains multigrains affichent une farine raffinée comme premier ingrédient et ensuite les 6, 8, 12, 14 céréales vont suivre plus tard. Donc, encore une fois, votre meilleur outil, c'est la liste des ingrédients pour faire un bon choix. Ensuite, est-ce que ça vaut la peine de se tourner vers des pains sans gras, sans sucre ajouté? Faut savoir que la majorité des pains réguliers ont des gras ajoutés, habituellement de l'huile de canola ou de soya, mais j'ai vu aussi l'huile d'olive et de l'huile de tournesol et des sucres ajoutés. Dans les pains sans gras, sans sucre ajouté, il n'y a réellement aucun gras ni sucre qui n'ont été ajoutés dans la fabrication du pain. Par contre, vous allez retrouver quand même des lipides qui proviennent naturellement des céréales, des noix et des graines. Mais comment les deux se comparent? En termes de calories et de lipides, c'est très comparable. Là où il y a un plus grand impact, c'est sur le sucre. Donc, sur l'échantillon de pain analysé, le sucre pouvait s'élever à 4, 5, 6, voire 12 grammes de sucre pour 2 tranches, soit l'équivalent de 1 à 2 cuillères à thé et demie de sucre pour 2 tranches. Certains vont peut-être dire que c'est négligeable, mais pour quelqu'un qui mange du pain régulièrement et qui en plus ajoute des tartinades sucrées, le compte peut s'élever rapidement. Donc, l'allégation peut être un moyen rapide de repérer les pains sans sucre ajouté. Par contre, il faut s'assurer de respecter les autres critères parce qu'on peut très bien trouver un pain sans sucre ajouté, mais qui est composé principalement de farine raffinée. Et là, ça devient moins intéressant. Je veux rappeler aussi que l'allégation est sur une base volontaire. Donc, on retrouve sur le marché des pains sans gras, sans sucre ajouté, mais qui ne portent pas non plus la mention. Comme 5e pain dans mon analyse, j'ai choisi les pains protéinés qui n'ont pas échappé à la vague des protéines. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un temps que on dirait qu'on ajoutait des protéines un peu partout. Il faut savoir en commençant que les produits céréaliers à la base contiennent peu de protéines comparativement aux aliments appartenant au groupe des viandes et substituts et au lait et substituts. Et dans mon échantillon, les pains réguliers contenaient entre 4 et 12 grammes de protéines pour 2 tranches avec une moyenne de 9 grammes.
J'ai ensuite analysé 4 pains tranchés vendus en épicerie mettant de l'avant les protéines et 3 d'entre eux contenaient entre 12 et 14 grammes de protéines, donc rien d'extraordinaire par rapport aux pains réguliers. Le seul qui se démarquait, puis attention à la prononciation, le pain Mr. Masher protéiné qui avait un gros 22 grammes par 2 tranches. Malheureusement, c'était aussi le pain le plus salé et le plus cher de mon analyse. Et en ajustant pour le poids, le sodium devient plus raisonnable, mais surpasse quand même mes recommandations. Donc oui, ça peut vous donner un coup de pouce, mais si votre objectif est vraiment d'augmenter votre apport en protéines au repas, je suis d'avis que vous allez être plus gagnant en misant sur des aliments naturellement riches en protéines. Par exemple, au déjeuner, un 3/4 de tasse de yogourt grec nature va déjà vous donner un 18 grammes. Je termine mon analyse avec des pains blancs additionnés de fibres. Depuis plusieurs années, on retrouve sur le marché des pains blancs aux allures de pain de grains entiers. Le plus populaire dans la catégorie, je pense que c'est définitivement le pain Smart de pomme. Mais si on regarde de plus près la liste des ingrédients, on remarque que le pain est composé principalement de farine raffinée. Et pour répondre à leur promesse, la farine est additionnée de fibres dites nouvelles. Par exemple, ici, c'est la fibre de balle d'avoine qui est utilisée, qui est la couche externe du grain d'avoine transformée au moyen de plusieurs traitements. Ils vont aussi utiliser des grains entiers finement moulus pour dissimuler leur présence. Malheureusement, les fibres nouvelles ne possèdent pas tous les bienfaits des fibres retrouvées naturellement dans les grains entiers. Puis la taille des particules est très importante pour avoir un effet sur le transit intestinal. Donc, en résumé, c'est un pain blanc dans lequel on a ajouté des fibres moins performantes. Donc, si vous voulez tirer tous les bienfaits des grains entiers, vous êtes mieux de vous tourner vers votre pain brun traditionnel. Et finalement, comme promis, je vous donne 5 exemples de très bons choix de pain tranchés que j'ai été en mesure de retrouver là, dans l'une ou l'autre des épiceries régulières. Il y en existe plein d'autres, là, c'est pas les seuls et je sais qu'il y a plusieurs nutritionnistes qui aiment moins donner des noms de marques, mais par expérience, j'ai toujours des clients qui me disent « c'est bien beau l'enseignement, là, mais qu'est-ce que j'achète à l'épicerie? » Ils veulent pas se casser la tête. Donc, pour vous, voici 5 exemples de bons choix. On commence avec Bon Matin, sans gras, sans sucre ajouté, festin de grains. Ensuite, plusieurs pains de la gamme 5 méthodes vont répondre aux critères. Ici, j'ai sans gras, sans sucre ajouté, 9 grains entiers. Les prochains sont plus dispendieux, mais cherchez les rabais, ça vaut vraiment la peine. Food for Life, Ezekiel, 100% grains germés entiers biologiques. Plusieurs de cette gamme-là sont vraiment intéressants. C'est parmi les moins salés, puis ils ont même un choix sans sel ajouté. Ensuite, Silver Hills, très intéressant, grains germés anciens biologiques. Et finalement, j'ai décidé d'inclure le pain Inewa, le vin intégral au kamut. Il contient moins de fibres que mes autres choix et même que ma cible de 6 grammes. Donc, il y a 4 grammes de fibres, ça demeure une source élevée, mais je trouve intéressant de donner un choix de pain au levain pour les intéresser et je l'aime particulièrement pour sa courte liste d'ingrédients. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que je vous ai éclairé pour votre prochaine épicerie. Et je suis curieuse, dites-moi dans la barre de commentaires quel est votre pain préféré. J'aimerais bien avoir vos options. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!